Brave M, c'est un acronyme qui est quasiment entré dans le langage commun depuis la création en 2019 de cette brigade de répression de l'action violente motorisée. La Brave M devenue synonyme d'emploi disproportionné de la force et de violence policière contre les manifestations hostiles à Emmanuel Macron. D'abord dans la répression des Gilets jaunes qui ont précisément poussé le préfet de police Didier Lallement à créer cette unité, puis dans la répression des manifestants contre la réforme des retraites. Ce sont ces méthodes musclées et ces dérives autoritaires contre les mouvements sociaux que Lucas Lévy-Lajeunesse a voulu exposer dans cet ouvrage pour le moins exhaustif sur la Brave M, la police contre la démocratie politique de la Brave M. Un livre qui interroge aussi la place croissante des unités répressives dans le paysage sécuritaire et politique, de plus en plus marqué à droite. On en parle avec Lucas Lévy-Lajeunesse dans ce nouveau numéro de l'entretien d'Actu sur le Média. Bonjour Lucas Lévy-Lajeunesse. Bonjour. Alors, je parlais d'un ouvrage exhaustif, mais je n'ai pas été moi-même très exhaustif sur votre présentation. Vous êtes membre de l'Observatoire parisien des libertés publiques, créé à l'initiative de la Ligue des droits de l'homme. Et à ce titre, vous êtes habitué à suivre les pratiques policières et leurs dérives, j'imagine. Voilà, l'Observatoire parisien des libertés publiques, comme d'autres observatoires des pratiques policières en France, est destiné à documenter les pratiques policières à partir d'observations de terrain. Et donc, on va dans les manifestations, surtout les manifestations, parfois aussi les évacuations de campements ou de squats ou autres actions policières. Et on recueille des données selon une méthodologie qu'on a mis en place. Et à la suite de cela, on sort parfois des rapports, et on en avait sorti un notamment sur la Brave M en 2023. J'avais, avec d'autres, participé à la rédaction de ce rapport, et c'est ce travail que j'ai ensuite poursuivi avec la rédaction de ce livre. Donc, vous avez suivi également, depuis la création de cette unité, le parcours, les différentes frasques, depuis, on le sait, le mouvement des Gilets jaunes en 2018 aussi. Voilà, alors l'Observatoire parisien est créé en 2019, donc pendant le mouvement des Gilets jaunes, juste après la création de la Brave M. Ce qui nous a très vite interrogés avec cette brigade, c'est qu'elle semblait représentative d'une tendance plus générale de la police française, qui allait vers plus de brutalité. C'est ce qu'on avait vu avec les Gilets jaunes. D'ailleurs, pendant pendant le moment où la répression policière était la plus brutale contre les Gilets jaunes, la Brave M n'existait même pas encore. Mais la Brave M ensuite est venue, avec sa création, entériner ce type de pratique. Et on a donc, ça nous a donc interrogés, notamment parce que avec la Brave M, la violence est très démonstrative. Et le fait que la Brave M soit créée au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire à un moment où, pour une fois, l'institution policière commençait à être mise en cause pour sa violence, avec des travaux comme ceux de David Dufresne, ceux de médias indépendants, ceux de collectifs, etc. Une partie du public nouvelle prenait conscience du fait qu'il y avait un problème avec les violences policières. Et à ce moment-là, où on aurait pu imaginer que l'institution policière cherche à donner des gages ou à se faire discrète, au contraire, elle crée la Brave M, et de ce fait, elle semble porter un message, faire passer le message selon lequel effectivement, elle est violente et elle va continuer à l'être. Vous le dites, c'est volontairement une unité de police créée pour faire peur, comme vous écrivez dans le livre. L'objectif, c'est de dissuader par la violence et l'application de cette violence pour dissuader les manifestants de continuer. C'est sûrement l'objectif, en tout cas, c'est au moins le résultat. La Brave M rappelle par beaucoup d'aspects les voltigeurs qui étaient connus pour leur violence et connus pour le meurtre de Malik Oussekine dans les années 80. Le fait que la Brave M rappelle les voltigeurs, c'est quelque chose qui avait forcément été envisagé par les concepteurs de cette brigade. Et donc, en donnant à la Brave M un style et un mode d'intervention qui ressemblait à celui des voltigeurs, ils savaient qu'ils faisaient passer un message et ils savaient qu'ils allaient apeurer. Et donc, effectivement, ce type de brigade, la Brave M comme d'autres, viennent faire peur et donc dissuader
les gens de participer aux manifestations, et c'est en cela que c'est une police qui joue des fonctions très politiques, mais politiques presque au sens de partisane, parce qu'en dissuadant les gens de participer aux mouvements sociaux, forcément elle réduit la puissance des mouvements sociaux, et elle vient donc favoriser le camp du gouvernement ou de ceux qui ont des intérêts auxquels s'opposent les mouvements sociaux. Exactement. Alors, l'ancien préfet de police de Paris, Didier Lallemand, est présenté comme ayant été à l'initiative de la création de cette unité. Mais quand on voit qu'elle a continué, cette unité, à rester très virulente depuis son départ en 2022. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle soit devenue en quelque sorte, ou qu'elle a été conçue finalement pour être le bras armé de Beauvau et par extension de l'Élysée? Possiblement, d'ailleurs, c'est pas forcément vraiment Didier Lallemand qui est à l'initiative, parce que Édouard Philippe, dans son discours, lorsqu'il annonce que Didier Lallemand va être nommé préfet de police de Paris, il évoque la création d'une nouvelle brigade anti-casseurs qui sera dotée de plus d'autonomie sur le terrain, et ça va être la Bravem. Alors, Didier Lallemand a sûrement ajouté son style à la brigade, mais c'était une commande qui lui avait été passée par le gouvernement, apparemment, de créer une nouvelle brigade. Bon, Didier Lallemand, il est arrivé à la préfecture de police de Paris en mars 2019. La situation était déjà gravissime à Paris. Il y avait déjà des gilets jaunes qui étaient éborgnés tous les samedis avant que Didier Lallemand arrive. Lui, il était à Bordeaux avant, où les pratiques policières étaient connues pour être très violentes aussi. Mais de ce point de vue, Didier Lallemand, il vient faire le travail à un moment donné, et il laisse sa trace en laissant la Bravem. Mais c'est vrai qu'il incarne lui-même quelque chose, mais il n'est pas responsable de tout. Les responsabilités sont aussi du côté de ceux qui l'ont nommé. Les gens qui l'ont nommé savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et effectivement, la Bravem, en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus toujours tout focaliser sur la Bravem, même si, c'est paradoxal parce que j'ai écrit ce livre sur cette brigade, mais parce que la Bravem est le symbole de quelque chose de plus grand. Et effectivement, on a ensuite d'autres unités comme la CRS phare, qui est une CRS qui est très dangereuse et qui fonctionne par certains aspects sur le même modèle que la Bravem, mais sans les motos. Et donc la Bravem incarne, oui, comme je disais, cette tendance à une police qui va être violente de manière explicite et démonstrative. Alors, l'un des cas les plus marquants d'intervention de la Bravem a été pendant les manifestations lors de la contestation contre la réforme des retraites. Dans la soirée du lundi 20 mars à Paris, 7 jeunes personnes sont placées en garde à vue par la Bravem. L'un des manifestants enregistre les conversations. La bande sonore dure à peu près 23 minutes. Et elle a été diffusée sur le site d'information L'Upsider. Alors, vous révélez dans le livre des passages. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est le mépris, les insultes, la condescendance, le racisme, l'homophobie, des fois. Toutes ces dérives déjà dans le langage de ces représentants des forces de l'ordre. Je vous lis quelques petits passages. Vous citez un policier qui dit « Tu vas être placé en garde à vue. Demain, tu as une OQTF. Tout à l'heure, on est arrivé, t'as bandé vers l'intérieur. Tu n'avais plus de bites. Quand on est arrivé... » Désolé pour le langage un peu fleuri, mais c'est ce genre de choses qu'on peut lire, des choses assez gravissimes qui sont dites à des personnes, à des citoyens qui sont en train de manifester. Le langage dénote déjà d'une certaine brutalité dans les méthodes de cette unité. Tout à fait. Cette affaire, elle est gravissime. Et ce que je trouve encore plus gravissime, c'est la manière dont les hauts représentants de la préfecture ont traité cette affaire et la manière dont ils en parlent. On peut penser notamment à Jérôme Foucault, qui est parti à la retraite il y a 2-3 mois, mais qui était pendant longtemps le plus haut responsable des opérations de maintien de l'ordre à Paris, juste en dessous du préfet de police. Et lui-même, quand il parle de cette affaire, il parle de quelques agents qui font... Il dit qu'ils sont fatigués et que sous le coup de la fatigue, il raconte, je cite, quelques conneries, quelques bêtises. Et donc, il résume ce qui est des violences, puisqu'il y a des coups qui sont portés, des insultes racistes, etc., comme vous disiez, à quelques bêtises. Et
Et il dit ils sont jeunes, il dit aussi qu'ils ont été piégés par les manifestants, et il dit que c'est facile pour nous dans un salon de critiquer, mais que sur le terrain c'est moins facile. Donc on a ces agents qui sont particulièrement brutaux et qui sont racistes, qui ont tout cet imaginaire d'extrême droite qu'on entend dans leurs propos, mais on a aussi la hiérarchie, et on a aussi ce commissaire qui était chef des Bravem et des compagnies d'intervention, donc qui dirige quasiment tous les policiers qui s'occupent du maintien de l'ordre à Paris, hors CRS et gendarmes mobiles. Il a plus de 1000 policiers sous sa responsabilité. Et lui-même, d'abord, est impliqué dans des affaires de violence graves et portait pendant longtemps sur son casque un symbole d'extrême droite, la Thin Blue Line, qui est un symbole mobilisé dans les rassemblements trumpistes et suprémacistes aux États-Unis. Alors, il y a également, on le sait, l'affaire Naël, le policier qui a été poursuivi, qui est sur le coup d'une enquête encore aujourd'hui pour le meurtre de Naël. Nos collègues de Libération ont mené une enquête et révélé qu'il avait appartenu à ce corps. Est-ce que c'est finalement la violence est constitutive de l'essence même de cette unité? Il semble qu'il y a un goût pour la violence. C'est ce qu'on note notamment sur la manière dont certains de ces agents se mettent en scène sur les réseaux sociaux avec l'assentiment de la hiérarchie, puisque l'un d'entre eux disait que toutes ces vidéos étaient validées par la hiérarchie avant qu'ils les postent. Et on les voit sur ces réseaux sociaux poster des vidéos de course-poursuite dans les rues de la ville, dans lesquelles ils foncent à toute allure, et c'est vraiment très dangereux pour tous les usagers de la rue. On les voit se mettre en scène comme dans des films d'action, avec des marches et des postures très virilistes, les visages cagoulés. Sur les vidéos, y compris en réalité, alors que c'est interdit, ils n'ont pas le droit normalement d'être cagoulés, mais ils passent leur temps comme ça à se montrer comme un petit peu des agents de force spéciale, alors qu'ils sont très mal formés, que ça n'a rien à voir avec la formation qu'ont normalement les forces spéciales, mais on a l'impression qu'ils s'imaginent comme des forces commando, effectivement, venant faire face à des graves dangers. Ce que je raconte dans le livre, c'est les Bravem à l'entraînement. Ça a été documenté par je ne sais pas si on peut appeler ça un reportage, tellement c'est complaisant, le genre de reportage qui fait l'apologie de la police, mais on voit les Bravem à l'entraînement et ils sont dans une mise en scène puisqu'ils s'entraînent, et leur mise en scène, c'est de faire face à un black bloc, et ce black bloc finit par se retrancher dans un bâtiment avec un manifestant pris en otage, et donc les Bravem doivent aller libérer l'otage pris par le black bloc dans ce bâtiment. Et donc là, on voit qu'ils ont quand même un imaginaire. Ils s'imaginent que vraiment dans les manifestations, les gens qui forment ce black bloc sont comme des terroristes en fait, et risquent de prendre des gens en otage. Et c'est ce qui se traduit à la fois à travers ce symbole sur lequel on peut peut-être revenir, la Thin Blue Line, qui est l'idée que les forces de l'ordre sont une fine ligne bleue qui se tient entre les bons citoyens et les forces du chaos qui menacent sans cesse la société. On a comme ça une police qui se croit en état de siège, enfin qui pense en tout cas que la société est en état de siège permanent et que c'est à elle de protéger la société. Et face à ce grave danger, la situation est tellement exceptionnelle, peut-être de leur point de vue, que ça légitime énormément de transgressions de la loi qu'on va observer, nous par exemple les observateurs des pratiques policières. Et ces transgressions de la loi, ce qui peut être étonnant, c'est qu'elles sont tout à fait manifestes et admises. On peut penser par exemple au port de la cagoule, comme je vous disais, ou l'absence de port du matricule, le RIO. La cagoule est interdite, le RIO est obligatoire. Ils portent très peu le RIO, ils portent très souvent les cagoules. Et donc là, ils montrent que la loi, ce n'est pas quelque chose qui compte pour eux. Et même dans l'institution valide d'une certaine façon leur dérive, puisque l'IGPN condamne très rarement, même lorsqu'elle est saisie, les membres de cette unité. Tout à fait. Et on peut aussi penser, encore une fois, sur le RIO. Le Conseil d'État, en octobre 2023, a enjoint le ministère de l'Intérieur à faire porter le RIO et aussi à l'agrandir, parce que pour le moment il est tellement petit que souvent il ne sert à rien même quand il est porté, parce qu'il est illisible. Le ministère avait 12 mois pour s'exécuter, donc il devait s'exécuter avant octobre 2024, il ne s'est toujours pas exécuté pour le moment. Donc il y a ces pratiques illégales qui sont tolérées au niveau institutionnel.
Je parle du RIO parce que là, c'est très facile de voir qu'ils sont en transgression de la loi. Le RIO n'est pas là, donc c'est une transgression. Mais on peut évidemment penser aussi à toutes les violences policières qui ne respectent pas les critères légaux, qui sont d'ailleurs discutables par eux-mêmes, ces critères légaux. Mais souvent, les violences les transgressent de manière manifeste. Et la hiérarchie regarde ça avec beaucoup de bienveillance, quand ce n'est pas la hiérarchie elle-même, avec ces commissaires très violents qui font preuve d'une grande brutalité, blessent grièvement des manifestants et servent inévitablement de modèle aux agents. Alors, la Bravem a été au centre d'une polémique aussi à la fois politique et médiatique lorsque des représentants encagoulés des forces de l'ordre qui se prétendaient, en tout cas, ou du moins l'un d'entre eux, d'avoir fait partie de la Bravem, ont été reçus par Cyril Hanouna. Je vous propose de regarder un extrait. Les Black Bourges qui viennent nous fatiguer pendant des heures à la fin, qui courent dans tous les sens, qui mettent le feu partout. Et là, avec les poubelles et les ordures, avec la grève des éboueurs, c'était une horreur. On a Paris qui brûlait dans tous les sens. On s'est transformé en pompiers pour éteindre les incendies partout, plus que faire du maintien de l'ordre. Et ces petits jeunes, quand on les interpelle, c'est bien souvent ces petits jeunes d'où sortent les audios. D'un coup, après avoir fait cramer tout Paris, d'un coup, ils se transforment en jeunes innocent qui n'a rien fait et qui est victime de méchants policiers. Et ça c'est insupportable et ça, c'est de la manipulation. Alors, Lucas, on se rend compte que les policiers, même en fabriquant ainsi des scènes explicitement sensationnelles à la télévision, essayent de se défendre entre eux. Effectivement, l'un des policiers qui se prétendait de la Bravem ne l'était pas. Il avait été un représentant syndical policier. Est-ce qu'il y a ce sentiment de corporatisme très fort, très puissant qui entoure aussi la Bravem? Oui, la Bravem est systématiquement défendue dans son existence par les grands syndicats. Les grands syndicats policiers, je veux dire. Il y a quelques syndicats de gauche assez minoritaires dans la police, par exemple la CGT Intérieur, qui eux vont plutôt critiquer ce type de brigade. J'ai eu aussi des entretiens pour ce livre avec quelques policiers qui m'ont donné des entretiens justement parce qu'ils voulaient nourrir ce livre critique sur la Bravem, parce qu'ils considéraient que la Bravem n'avait pas lieu d'être et que plus généralement ce type d'intervention n'avait pas lieu d'être. Mais les syndicats majoritaires soutiennent tout à fait ce type de brigade parce qu'elle incarne cette tendance à la violence, et ces syndicats penchent de plus en plus vers l'extrême droite et sont même d'extrême droite, on peut le dire en fait, et vont toujours défendre la police dans ses pires pratiques. Alors, les frasques de la Bravem ont attiré beaucoup de critiques, on le disait, et des appels à sa dissolution, notamment une pétition citoyenne qui a recueilli plus de 260 000 signatures. Et pourtant, la commission des lois de l'Assemblée nationale a décidé en avril 2023 de ne pas donner suite à cette demande. Est-ce qu'il faut insister, nous, en tant que citoyens, pour qu'une unité comme ça, qui est toujours en dehors des clous de la loi, qui est souvent en dehors des clous de la loi, soit dissoute? Effectivement, c'était assez scandaleux le fait que les députés de la majorité de droite et d'extrême droite classent cette pétition. Ceci dit, évidemment qu'il vaudrait mieux que la Bravem n'existe plus, mais il ne faut pas non plus croire que tous les problèmes viennent de la Bravem. Et il ne faut pas que la Bravem serve de paratonnerre au reste de l'institution, parce que peut-être qu'un jour, l'institution décidera de dissoudre la Bravem justement pour ne rien changer ailleurs. Et comme je le disais tout à l'heure, quand les Gilets jaunes perdaient des mains et des yeux tous les samedis, la Bravem n'existait pas encore. La Bravem, pour le moment, n'existe que sur la zone de compétence de la préfecture de police de Paris. À Sainte-Soline, par exemple, en 2023, il n'y avait pas la Bravem. Enfin, il y avait un équivalent gendarmerie. Une unité motorisée. Voilà, mais ce n'est pas la Bravem. Et donc, toutes ces unités comme celle qui était à Sainte-Soline, les CRS phares dont je parlais tout à l'heure, et plus généralement toutes ces stratégies de police violentes
pourrait tout à fait persévérer sans la Bravem. Et d'ailleurs, la Bravem n'est même pas au sens strict une brigade constituée, puisque ces agents viennent d'autres compagnies, des compagnies d'intervention de la préfecture de police. Et les Bravem sont créés en général ponctuellement, selon les besoins. La préfecture dit on a besoin d'une, deux, trois Bravem tel jour, et vont prendre des agents qui viennent d'autres brigades. Mais donc, ces agents, de toute façon, servent ailleurs et pourraient très bien faire la même chose ailleurs. Vous le dites, au-delà de la Bravem, c'est un modèle de gestion des contestations qui est en jeu, parce qu'on voit quand même un modèle où la force prime sur le dialogue social, où la dissuasion passe par la peur, où manifester devient finalement un risque. Est-ce que, à la longue, on n'est pas en train de criminaliser le mouvement social avec ce genre de pratique ? Tout à fait. Et d'ailleurs, la dissuasion passe par la peur, mais il y a aussi plein d'attaques qui sont portées contre le mouvement social, hors des pratiques les plus visibles comme celles des polices spectaculaires comme la Bravem. On a par exemple une multiplication des arrêtés d'interdiction de manifester qui souvent sont illégaux. La Ligue des droits de l'homme les attaque très souvent devant le tribunal administratif, mais il y a eu des moments où les préfectures faisaient tellement d'arrêtés d'interdiction que les associations comme la LDH ne pouvaient même plus suivre et ne même plus tous les contester, alors que souvent quand ils sont contestés, les tribunaux les reconnaissent comme illégaux. Il y a le fait que les manifestations spontanées sont tout le temps présentées comme illégales par les discours politiques, alors qu'elles sont légales. On peut tout à fait participer à une manifestation spontanée ou manifestation sauvage. Ce qui est interdit, c'est de les organiser sans les déclarer, mais quand ça se constitue spontanément, personne n'est dans l'illégalité s'il n'y a pas eu de sommation de dispersion ou s'il n'y a pas eu d'arrêté d'interdiction de manifestation, justement. Et puis, on peut penser à énormément de pratiques comme les encerclements de manifestations, par exemple les NAS, ou alors ces pratiques qui viennent resserrer où des cordons de policiers viennent resserrer les cortèges et qui viennent laisser entendre que les zones destinées à la contestation devraient être des zones exceptionnelles dans l'espace public, comme si l'espace public devait en priorité servir d'autres usages que la revendication politique. Par exemple, ce qu'on observe souvent, c'est que les policiers obligent, alors qu'ils n'ont pas le droit de le faire, les manifestants à retirer tout signe d'appartenance politique avant de quitter une manifestation. Ça laisse entendre qu'on n'aurait pas le droit de revendiquer quoi que ce soit dans l'espace public hors de zones spécialement prévues à cet effet et de plus en plus réduites. Ça va aussi avec, comme vous le disiez, une criminalisation, puisque du coup, une fois qu'on a constitué ces espaces comme des espaces exceptionnels, on peut les traiter comme des espaces anormaux, et ça laisse entendre qu'il serait anormal de se trouver dans ces espaces. Et là, l'envoi de brigades aussi spectaculaires que la Bravem vient aussi porter ce message selon lequel ça laisse croire que si les pouvoirs publics envoient de telles brigades, c'est bien qu'ils font face à des personnes très dangereuses. Et donc, ça vient décrédibiliser le mouvement social en laissant croire que les gens qui participent sont irresponsables, n'ont rien à dire, parce que ce sont simplement des gens dangereux. Et ça ensuit derrière l'emballement judiciaire aussi, qui fait que les personnes peuvent se retrouver en comparution immédiate. Alors, tout à fait. Là, je parlais de criminalisation au sens symbolique, mais il y a aussi toute la criminalisation judiciaire. Et la Bravem, d'ailleurs, est une unité spécialement destinée aux interpellations. Et là, on a un changement ces dernières années dans les doctrines de maintien de l'ordre. Avant, et d'ailleurs Didier Lallemand le dit lui-même dans son livre, qu'avant il s'agissait plutôt de gérer une foule. Aujourd'hui, il s'agit surtout d'aller chercher des gens dedans pour les interpeller. Il reconnaît lui-même que ça crée beaucoup de complications sur le terrain, parce qu'effectivement, ça vient toujours susciter une escalade des tensions et de la conflictualité. Quand il faut qu'une unité comme la Bravem fende la foule, brutalise du coup les gens pour dégager l'espace et attrape quelqu'un au milieu. Et Didier Lallemand dit lui-même que en fait, ça sert la communication politique et que c'est les gouvernants qui demandent à ce qu'on interpelle beaucoup pour pouvoir ensuite communiquer sur le nombre d'interpellés. Alors, la Bravem, tout comme d'autres corps des forces de l'ordre, entretiennent une relation ambiguë, pour ne pas dire intime, avec l'extrême droite. On en parlait.
parlait aussi de syndicats comme Alliance, qui est bien connu pour ses proximités avec l'extrême droite. L'extrême droite aussi se prononce souvent en faveur et défend souvent les policiers dans les affaires de violences policières. Le cas de Naël dont on parlait il y a quelques instants et la cagnotte mise en place par le zémouriste, son nom Jean Messia, pardon. Est-ce que l'existence de la Bravem, finalement, dans un contexte de montée de l'extrême droite, n'est pas un danger encore plus important ? Tout à fait. On parle de proximité avec l'extrême droite pour le syndicat Alliance. En fait, je pense qu'on peut même dire qu'ils tiennent des positions ouvertement fascistes. C'est vraiment cela. Et ils avaient parlé, je crois que c'est eux qui avaient parlé de nuisibles, par exemple, ou ce genre de propos. La Bravem vient s'inscrire dans toute une série de dispositifs policiers ou juridiques qui viennent réduire petit à petit les libertés publiques. C'est à cela qu'on assiste de manière très visible depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir, mais déjà avant, avec l'instauration de l'état d'urgence ou des choses comme ça. On est dans cette dynamique de réduction des libertés publiques et d'atteinte petit à petit de plus en plus forte à l'état de droit. On a un pouvoir exécutif qui veut être le moins soumis à la loi possible et qui petit à petit cherche à s'en affranchir. Et donc la Bravem s'inscrit dans cette tendance. Ces politiques de réduction des libertés publiques ou d'atteinte à l'état de droit sont, je pense, déjà des politiques d'extrême droite, même si elles ne sont pas menées par des partis d'extrême droite. Ça appartient quand même au registre de l'extrême droite, oui. On le voit avec le discours d'un Bruno Retailleau qui parle, qui agit comme le ferait des responsables d'extrême droite. Tout à fait, mais même les macronistes qui seraient moins ouvertement d'extrême droite que Bruno Retailleau portent des politiques d'extrême droite. Même une partie de ce qu'on appelle peut-être à tort l'aile gauche de la Macronie avait soutenu la loi immigration, par exemple, à l'hiver 2023-2024. Donc, on a ces politiques d'extrême droite qui sont menées et si l'extrême droite arrive au pouvoir, ce contre quoi il est encore temps de résister, mais si elle arrive au pouvoir, ce qu'on observe dans les pays où elle arrive au pouvoir, c'est qu'elle ne peut pas toujours faire la même chose, c'est-à-dire elle ne peut pas toujours mener des politiques ouvertement fasciste dès qu'elle arrive au pouvoir. Il faut toujours qu'elle compose avec la situation qu'elle trouve. Et si elle trouve un régime où les contre-pouvoirs sont encore fonctionnels, où l'état de droit existe encore, où il y a encore des contre-pouvoirs puissants, il va falloir d'abord qu'elle entre dans un rapport de force avec les oppositions et avec ses contre-pouvoirs pour petit à petit instaurer le régime fasciste ou alors échouer à l'instaurer. Si par contre elle arrive dans une situation où tous les contre-pouvoirs ont déjà été largement affaiblis, comme c'est le cas comme c'est le cas avec les gouvernements des dernières années, eh bien là elle pourra mener beaucoup plus facilement ces politiques les plus racistes, les plus brutales, les plus autoritaires, et arriver beaucoup plus rapidement à constituer un régime de type fasciste. C'est pour ça que l'existence de la Bravem est très représentative de toute cette tendance. Et donc c'est comme ça que je concluais le livre en disant que si l'extrême droite arrivait au pouvoir, elle serait sûrement ravie de trouver, prête à l'emploi, une brigade comme la Bravem. Et les institutions que vous appelez de votre vœu à maintenir, vous en faites partie, l'Observatoire parisien des libertés publiques, et vous avez notamment, dans le cadre de la manifestation du 8 mars dernier, sorti une note sur les violences policières qui ont eu lieu durant cette manifestation. Tout à fait, d'une certaine manière, les associations comme la Ligue des droits de l'homme, l'Observatoire et toutes les associations qui vont participer au mouvement social et surveiller les pratiques étatiques sont elles-mêmes des contre-pouvoirs. Et c'est pour ça qu'en ce moment, il est très important de continuer à militer, et pour ceux qui le peuvent et qui voudraient nous rejoindre dans le militantisme, parce que militer, c'est se constituer soi-même comme un contre-pouvoir et incarner soi-même l'idéal de partage du pouvoir où tout le monde peut exercer le pouvoir et venir
limiter les pratiques étatiques dans leurs dérives. C'est d'ailleurs pour ça que les libertés associatives sont si attaquées en ce moment, avec notamment la loi séparatisme et les discours politiques. Encore Bruno Retailleau qui passe son temps à attaquer les associations. Et donc nous, c'est aussi ce qu'on fait avec l'Observatoire, essayer de toujours être ce contre-pouvoir. Et ici, il s'agit d'être un contre-pouvoir par rapport au pouvoir policier. Et donc, effectivement, on a là tout récemment sorti une note. On avait une équipe d'observation lors de la manifestation du 8 mars, qui est une manifestation qui généralement se passe assez bien, mais cette fois-ci, il y a eu des violences policières assez graves, et d'autant plus graves que l'équipe d'observation qui était présente ne les comprenait pas. C'est-à-dire que souvent, on va dénoncer des violences policières parce qu'on va considérer qu'elles étaient injustifiées, mais en général, on va quand même comprendre ce qui, du point de vue policier, les a motivés. Et là, cette fois-ci, l'équipe d'observation a observé des violences sans même comprendre ce qui, dans la tête des policiers, venait provoquer ces violences. Et ça donne l'impression que la police persévère dans sa tendance à admettre la violence comme un mode d'action normal, même quand rien ne pourrait venir la provoquer. Mais justement, est-ce qu'il est encore possible en France de penser la notion de maintien de l'ordre public tout en respectant les droits fondamentaux des manifestants, ou est-ce qu'on est sur un chemin de non-retour parce qu'on a une police qui malheureusement souffre du manque de moyens, du manque de formation, et qui souffre aussi d'un éloignement de certaines réalités? Est-ce qu'il y a une fracture qui est irréparable aujourd'hui? Bon, là, je vais pas, enfin, je sais pas exactement, j'ai pas une intuition qui me permettrait de savoir si la fracture est irréparable ou pas, et si les choses pourraient changer ou pas. Par contre, vous avez tout à fait raison quand vous dites que la police, les agents souffrent du manque de moyens et parfois souffrent des missions qu'on leur demande d'accomplir. Mais ce qui est étonnant ici, c'est le rôle des syndicats. C'est-à-dire que dans tout autre corps professionnel, les syndicats vont venir défendre les employés ou les travailleurs sur ce type justement de sujets, et vont en général s'opposer à l'administration ou à la hiérarchie ou au patron. C'est ça normalement le rôle des syndicats. Tandis que là, dans la police, on a des syndicats qui vont toujours soutenir les orientations prises par le ministère de l'Intérieur, et sans jamais s'opposer au ministère sur justement les conditions de travail ou ce genre de choses qui sont normalement du ressort des syndicats. Merci beaucoup, Lucas Lévy-La Jeunesse, pour être venu nous présenter donc ce livre, La police contre la démocratie politique de la Bravem. Merci à vous d'avoir regardé cet entretien d'actu. Si vous avez apprécié cette émission et que vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous encourageons à sauter le pas et à nous soutenir de manière pérenne via un abonnement de soutien ou un don mensualisé. Vous pouvez aussi devenir sociétaire de notre coopérative. Pour tout cela, allez sur le site internet lemediatv.fr/soutien. Merci d'être à nos côtés et dans notre mission d'information, et restez connectés aux médias.